Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre La Curée. Par Émile Zola. Chapitre 1. Au retour, dans l'encombrement des voitures qui rentraient par le bord du lac, la calèche dut marcher au pas. Un moment, l'embarras devint tel qu'il lui fallut même s'arrêter. Le soleil se couchait dans un ciel d'octobre, d'un gris clair, strié à l'horizon de minces nuages. Un dernier rayon, qui tombait des massifs lointains de la cascade, enfilait la chaussée, baignant d'une lumière rousse et pâlie la longue suite des voitures devenues immobiles. Les lueurs d'or, les éclairs vifs que jetaient les roues, semblaient s'être fixés le long des réchampis jaune paille de la calèche, dont les panneaux gros bleus reflétaient des coins du paysage environnant. Et plus haut, en plein dans la clarté rousse qui les éclairait par derrière, et qui faisait luire les boutons de cuivre de leur capote à demi pliés, retombant du siège, le cocher et le valet de pied, avec leurs livrées bleu sombre, leurs culottes mastiques et leurs gilets rayés noirs et jaunes, se tenaient raides, graves et patients, comme des laquais de bonne maison qu'un embarras de voitures ne parvient pas à fâcher. Leurs chapeaux, ornés d'une cocarde noire, avaient une grande dignité. Seuls, les chevaux, un superbe attelage bai, soufflaient d'impatience. « Tiens, dit Maxime, Lord Origny, là-bas, dans ce coupé voit donc René. » René se souleva légèrement, cligna les yeux, avec cette moue exquise que lui faisait faire la faiblesse de sa vue. « Je la croyais en fuite, dit-elle, elle a changé la couleur de ses cheveux, n'est-ce pas ? » « Oui, reprit Maxime en riant, son nouvel amant déteste le rouge. » René, penché en avant, la main appuyée sur la portière basse de la calèche, regardait, éveillé du rêve triste qui, depuis 1 heure, la tenait silencieuse, allongée au fond de la voiture, comme dans une chaise longue de convalescente. Elle portait sur une robe de soie mauve, à tablier et à tunique, garnie de larges volants plissés, un petit paletot de drap blanc, au revers de velours mauve, qui lui donnait un grand air de crânerie. Ses étranges cheveux fauve pâle, dont la couleur rappelait celle du beurre fin, étaient à peine cachés par un mince chapeau orné d'une touffe de rose du Bengale. Elle continuait à cligner des yeux, avec sa mine de garçon impertinent, son front pur traversé d'une grande ride, sa bouche, dont la lèvre supérieure avançait, ainsi que celle des enfants boudeurs. Puis, comme elle voyait mal, elle prit son binocle, un binocle d'homme, à garniture d'écaille, et le tenant à la main sans se le poser sur le nez, elle examina la grosse Lord Origny tout à son aise, d'un air parfaitement calme. Les voitures n'avançaient toujours pas. Au milieu des taches unies, de teintes sombres, que faisait la longue file des coupés, fort nombreux au bois par cet après-midi d'automne, brillait le coin d'une glace, le mors d'un cheval, la poignée argentée d'une lanterne, les galons d'un laquais haut placé sur son siège. Ça et là, dans un landau découvert, éclatait un bout d'étoffe, un bout de toilette de femme, soie ou velours. Il était peu à peu tombé un grand silence sur tout ce tapage éteint, devenu immobile. On entendait du fond des voitures les conversations des piétons. Il y avait des échanges de regards muets, de portière à portière, et personne ne causait plus, dans cette attente que coupaient seuls les craquements des harnais et le coup de sabot impatient d'un cheval. Au loin, les voix confuses du bois se mouraient. Malgré la saison avancée, tout Paris était là. La duchesse de Sternich en 8 ressorts, madame de Lauwerens en Victoria très correctement attelée, la baronne de Meinold dans un ravissant cap bai brun, la comtesse Vanska avec ses poneys pie, madame d'Ast et ses fameux tapeurs noirs, madame de Gand et madame Tessière en coupé, la petite Sylvia dans un landau gros bleu. Et encore Don Carlos, en deuil, avec sa livrée antique et solennelle. Sélim Pacha, avec son fez et sans son gouverneur. La duchesse de Rosan, en coupé égoïste, avec sa livrée poudrée à blanc. Monsieur le comte de Chibray, en dog-cart. Monsieur Simpson, en mail de la plus belle tenue, toute la colonie américaine. Enfin 2 académiciens, en fiacre. Les premières voitures se dégagèrent et de proche en proche, toute la file se mit bientôt à rouler doucement.
Ce fut comme un réveil. 1000 clartés dansantes s'allumèrent, des éclairs rapides se croisèrent dans les roues, des étincelles jaillirent des harnais secoués par les chevaux. Il y eut sur le sol, sur les arbres, de larges reflets de glace qui couraient. Ce pétillement des harnais et des roues, ce flamboiement des panneaux vernis dans lesquels brûlait la braise rouge du soleil couchant, ces notes vives que jetaient les livrées éclatantes perchées en plein ciel, et les toilettes riches débordant des portières, se trouvèrent ainsi emportés dans un grondement sourd, continu, rythmé par le trot des attelages. Et le défilé alla dans les mêmes bruits, dans les mêmes lueurs, sans cesse et d'un seul jet, comme si les premières voitures eussent tiré toutes les autres après elles. René avait cédé à la secousse légère de la calèche se remettant en marche, et laissant tomber son binocle, s'était de nouveau renversé à demi sur les coussins. Elle attira frileusement à elle un coin de la peau d'ours, qui emplissait l'intérieur de la voiture, d'une nappe de neige soyeuse. Ses mains gantées se perdirent dans la douceur des longs poils frisés. Une brise se levait. Le tiède après-midi d'octobre, qui, en donnant au bois un regain de printemps, avait fait sortir les grandes mondaines en voiture découverte, menaçait de se terminer par une soirée d'une fraîcheur aiguë. Un moment, la jeune femme resta pelotonnée, retrouvant la chaleur de son coin, s'abandonnant au bercement voluptueux de toutes ces roues qui tournaient devant elle. Puis, levant la tête vers Maxime, dont les regards déshabillaient tranquillement les femmes étalées dans les coupés et dans les landaux voisins. « Vrai, demanda-t-elle, est-ce que tu la trouves jolie cette Laure d'Origny ? Vous en faisiez un éloge l'autre jour, lorsqu'on a annoncé la vente de ces diamants. À propos, tu n'as pas vu la rivière et l'aigrette que ton père m'a achetée à cette vente ? Certes, il fait bien les choses, dit Maxime sans répondre avec un rire méchant. Il trouve moyen de payer les dettes de Laure, et de donner des diamants à sa femme. La jeune femme eut un léger mouvement d'épaule. Vaut rien, murmura-t-elle en souriant. Mais le jeune homme s'était penché, suivant des yeux une dame dont la robe verte l'intéressait. René avait reposé sa tête, les yeux demi-clos, regardant paresseusement des deux côtés de l'allée, sans voir. À droite, filaient doucement des taillis, des futaies basses, aux feuilles roussies, aux branches grêles, par instants, sur la voie réservée aux cavaliers, passaient des messieurs à la taille mince, dont les montures, dans leur galop, soulevaient de petites fumées de sable fin. À gauche, au bas des étroites pelouses qui descendent, coupées de corbeilles et de massifs, le lac dormait, d'une propreté de cristal, sans une écume, comme taillé nettement sur ses bords par la bêche des jardiniers. Et de l'autre côté de ce miroir clair, les deux îles, entre lesquelles le pont qui les joint faisait une barre grise, dressaient leurs falais aimables, alignaient sur le ciel pâle les lignes théâtrales de leurs sapins, de leurs arbres au feuillage persistant, dont l'eau reflétait les verdures noires, pareilles à des franges de rideaux savamment drapées au bord de l'horizon. Ce coin de nature, ce décor qui semblait fraîchement peint, baignait dans une ombre légère, dans une vapeur bleuâtre, qui achevait de donner au lointain un charme exquis, un air d'adorable fausseté. Sur l'autre rive, le chalet des îles, comme verni de la veille, avait des luisants de joujoux neufs, et ses rubans de sable jaune, ces étroites allées de jardin, qui serpentent dans les pelouses et tournent autour du lac, bordées de branches de fonte imitant des bois rustiques, tranchaient plus étrangement, à cette heure dernière, sur le vert attendri de l'eau et du gazon. Accoutumée aux grâces savantes de ces points de vue, René, reprise par ses lassitudes, avait baissé complètement les paupières, ne regardant plus que ses doigts minces qui enroulaient sur leurs fuseaux les longs poils de la peau d'ours. Mais il y eut une secousse dans le trot régulier de la file des voitures. Et levant la tête, elle salua deux jeunes femmes couchées côte à côte, avec une langueur amoureuse, dans un 8 ressorts, qui quittait à grand fracas le bord du lac pour s'éloigner par une allée latérale. Madame la marquise d'Espanette, dont le mari, alors aide-de-camp de l'empereur, venait de se rallier bruyamment au scandale de la vieille noblesse boudeuse, était une des plus illustres mondaines du Second Empire. L'autre, Madame Hafner, avait épousé un fameux industriel de Colmar, 20 fois millionnaire,
et dont l'empire faisait un homme politique. René, qui avait connu en pension les deux inséparables, comme on les nommait d'un air fin, les appelait Adeline et Suzanne, de leurs petits noms. Et comme, après leur avoir souri, elle allait se pelotonner de nouveau, un rire de Maxime la fit se tourner. « Non, vraiment, je suis triste, ne ris pas. C'est sérieux, » dit-elle en voyant le jeune homme qui la contemplait railleusement, en se moquant de son attitude penchée. Maxime prit une voix drôle. « Nous aurions de gros chagrins, nous serions jalouses. » Elle parut toute surprise. « Moi, dit-elle. Pourquoi jalouse ?» Puis elle ajouta, avec sa moue de dédain, comme se souvenant. « Ah oui, la grosse Laure. Je n'y pense guère, va. Si Aristide, comme vous voulez tous me le faire entendre, a payé les dettes de cette fille, et lui a évité ainsi un voyage à l'étranger, c'est qu'il aime l'argent moins que je ne le croyais. Cela va le remettre en faveur auprès des dames, le cher homme, je le laisse bien libre. » Elle souriait, elle disait le cher homme, d'un ton plein d'une indifférence amicale. Et subitement, redevenue très triste, promenant autour d'elle ce regard désespéré des femmes qui ne savent à quel amusement se donner, elle murmura. « Oh! Je voudrais bien mais non, je ne suis pas jalouse du tout. » Elle s'arrêta, hésitante. « Vois-tu, je m'ennuie, » dit-elle enfin d'une voix brusque. Alors elle se tut, les lèvres pincées. La file des voitures passait toujours le long du lac, d'un trot égal, avec un bruit particulier de cataractes lointaines. Maintenant, à gauche, entre l'eau et la chaussée, se dressaient des petits bois d'arbres verts, aux troncs minces et droits, qui formaient de curieux faisceaux de colonnettes. À droite, les taillis, les futaies basses avaient cessé. Le bois s'était ouvert en large pelouse, en immense tapis d'herbe, planté çà et là d'un bouquet de grands arbres. Les nappes vertes se suivaient, avec des ondulations légères, jusqu'à la porte de la Muette, dont on apercevait très loin la grille basse, pareille à un bout de dentelle noire tendu au ras du sol, et sur les pentes, aux endroits où les ondulations se creusaient, l'herbe était toute bleue. René regardait, les yeux fixes, comme si cet agrandissement de l'horizon, ces prairies molles, trempées par l'air du soir, lui eussent fait sentir plus vivement le vide de son être. Au bout d'un silence, elle répéta, avec l'accent d'une colère sourde. « Oh! Je m'ennuie à mourir. »« Sais-tu que tu n'es pas gai ?» dit tranquillement Maxime. « Tu as tes nerfs, c'est sûr. » La jeune femme se rejeta au fond de la voiture. « Oui, j'ai mes nerfs, » répondit-elle sèchement. Puis, elle se fit maternelle. « Je deviens vieille, mon cher enfant, j'aurai 30 ans bientôt. C'est terrible. Je ne prends de plaisir à rien à 20 ans, tu ne peux savoir. Est-ce que c'est pour te confesser que tu m'as emmené ?» interrompit le jeune homme. Ce serait diablement long. Elle accueillit cette impertinence avec un faible sourire, comme une boutade d'enfant gâté à qui tout est permis. « Je te conseille de te plaindre, » continua Maxime. « Tu dépenses plus de 100 000 francs par an pour ta toilette, tu habites un hôtel splendide, tu as des chevaux superbes, tes caprices font loi, et les journaux parlent de chacune de tes robes nouvelles comme d'un événement de la dernière gravité. Les femmes te jalousent, les hommes donneraient 10 ans de leur vie pour te baiser le bout des doigts, est-ce vrai ? » Elle fit de la tête un signe affirmatif, sans répondre. Les yeux baissés, elle s'était remise à friser les poils de la peau d'ours. « Va, ne sois pas modeste, » poursuivit Maxime. « Avoue carrément que tu es une des colonnes du Second Empire. Entre nous, on peut se dire de ces choses-là. Partout, aux Tuileries, chez les ministres, chez les simples millionnaires, en bas et en haut, tu règnes en souveraine. Il n'y a pas de plaisir où tu n'aies mis les 2 pieds, et si j'osais, si le respect que je te dois ne me retenait pas, je dirais. » Il s'arrêta quelques secondes, riant, puis il acheva cavalièrement sa phrase. « Je dirais que tu as mordu à toutes les pommes. » Elle ne sourcilla pas. « Et tu t'ennuies, » reprit le jeune homme avec une vivacité comique. « Mais c'est un meurtre. Que veux-tu ?
Que rêves-tu donc? Elle haussa les épaules, pour dire qu'elle ne savait pas. Bien qu'elle penchât la tête, Maxime la vit alors si sérieuse, si sombre, qu'il se tut. Il regarda la file des voitures qui, en arrivant au bout du lac, s'élargissait, emplissait le large carrefour. Les voitures, moins serrées, tournaient avec une grâce superbe. Le trot plus rapide des attelages sonnait hautement sur la terre dure. La calèche, en faisant le grand tour pour prendre la file, eut une oscillation qui pénétra Maxime d'une volupté vague. Alors, cédant à l'envie d'accabler René. « Tiens, dit-il, tu mériterais d'aller en fiacre. Ce serait bien fait. Et regarde ce monde qui rentre à Paris, ce monde qui est à tes genoux. On te salue comme une reine, et peu s'en faut que ton bon ami, monsieur de Mussy, ne t'envoie des baisers. » En effet, un cavalier saluait René. Maxime avait parlé d'un ton hypocritement moqueur. Mais René se tourna à peine, haussa les épaules. Cette fois, le jeune homme eut un geste désespéré. « Vrai, dit-il, nous en sommes là. Mais bon Dieu, tu as tout, que veux-tu encore ?» René leva la tête. Elle avait dans les yeux une clarté chaude, un ardent besoin de curiosité inassouvi. « Oui. Je veux autre chose, » répondit-elle à demi-voix. « Mais puisque tu as tout, » reprit Maxime en riant, « autre chose, ce n'est rien quoi, autre chose. » « Quoi ?» répéta-t-elle. Et elle ne continua pas. Elle s'était tout à fait tournée, elle contemplait l'étrange tableau qui s'effaçait derrière elle. La nuit était presque venue, un lent crépuscule tombait comme une cendre fine. Le lac, vu de face, dans le jour pâle qui traînait encore sur l'eau, s'arrondissait, pareil à une immense plaque d'étain. Aux deux bords, les bois d'arbres verts dont les troncs minces et droits semblent sortir de la nappe dormante, prenaient à cette heure des apparences de colonnades violâtres, dessinant de leur architecture régulière les courbes étudiées des rives. Puis, au fond, des massifs montaient, de grands feuillages confus, de larges taches noires fermaient l'horizon. Il y avait là, derrière ces taches, une lueur de braise, un coucher de soleil à demi éteint qui n'enflammait qu'un bout de l'immensité grise. Au-dessus de ce lac immobile, de ces futaies basses, de ce point de vue si singulièrement plat, le creux du ciel s'ouvrait, infini, plus profond et plus large. Ce grand morceau de ciel, sur ce petit coin de nature, avait un frisson, une tristesse vague, et il tombait de ces hauteurs pâlissantes une telle mélancolie d'automne, une nuit si douce et si navrée, que le bois, peu à peu enveloppé dans un linceul d'ombre, perdait ses grâces mondaines, agrandi, tout plein du charme puissant des forêts. Le trot des équipages, dont les ténèbres éteignaient les couleurs vives, s'élevait, semblable à des voix lointaines de feuilles et d'eau courante. Tout allait en se mourant. Dans l'effacement universel, au milieu du lac, la voile latine de la grande barque de promenade se détachait, nette et vigoureuse, sur la lueur de braise du couchant. Et l'on ne voyait plus que cette voile, que ce triangle de toile jaune, élargi démesurément. René, dans ses satiétés, éprouva une singulière sensation de désir inavouable, à voir ce paysage qu'elle ne reconnaissait plus, cette nature si artistement mondaine, et dont la grande nuit frissonnante faisait un bois sacré, une de ces clairières idéales au fond desquelles les anciens dieux cachaient leurs amours géantes, leurs adultères et leurs incestes divins. Et à mesure que la calèche s'éloignait, il lui semblait que le crépuscule emportait derrière elle, dans ses voiles tremblants, la terre du rêve, l'alcôve honteuse et surhumaine, où elle eut enfin assouvi son cœur malade, sa chair lassée. Quand le lac et les petits bois, évanouis dans l'ombre, ne furent plus au ras du ciel, qu'une barre noire, la jeune femme se retourna brusquement, et d'une voix où il y avait des larmes de dépit, elle reprit sa phrase interrompue. « Quoi ? Autre chose, parbleu, je veux autre chose. Est-ce que je sais, moi ? Si je savais, mais vois-tu, j'ai assez de bals, assez de soupers, assez de fêtes comme cela. C'est toujours la même chose. C'est mortel, les hommes sont assommants, oh oui, assommants. » Maxime se mit à rire. Des ardeurs perçaient sous les mines aristocratiques de la grande mondaine.
Elle ne clignait plus des paupières, la ride de son front se creusait durement, sa lèvre d'enfant boudeur s'avançait, chaude, en quête de ces jouissances qu'elle souhaitait sans pouvoir les nommer. Elle vit le rire de son compagnon, mais elle était trop frémissante pour s'arrêter. À demi couchée, se laissant aller au bercement de la voiture, elle continua par petites phrases sèches. « Certes, oui, vous êtes assommant, je ne dis pas cela pour toi, Maxime. Tu es trop jeune, mais si je te contais combien Aristide m'a pesé dans les commencements. Et les autres donc, ceux qui m'ont aimé, tu sais, nous sommes deux bons camarades, je ne me gêne pas avec toi, et bien vrai, il y a des jours où je suis tellement lasse de vivre ma vie de femme riche, adorée, saluée, que je voudrais être une Laure d'Origny, une de ces dames qui vivent en garçon. » Et comme Maxime riait plus haut, elle insista. « Oui, une Laure d'Origny. Ça doit être moins fade, moins toujours la même chose. » Elle se tut quelques instants, comme pour s'imaginer la vie qu'elle mènerait, si elle était Laure. Puis, d'un ton découragé. « Après tout, reprit-elle, ces dames doivent avoir leurs ennuis, elles aussi. Rien n'est drôle, décidément. C'est à mourir, je le disais bien, il faudrait autre chose. Tu comprends, moi je ne devine pas, mais autre chose. Quelque chose qui n'arriva à personne, qu'on ne rencontra pas tous les jours, qui fut une jouissance rare, inconnue. » Sa voix s'était ralentie. Elle prononça ces derniers mots, cherchant, s'abandonnant à une rêverie profonde. La calèche montait alors, l'avenue qui conduit à la sortie du bois. L'ombre croissait. Les taillis couraient aux deux bords, comme des murs grisâtres. Les chaises de fonte, peintes en jaune, où s'étale par les beaux soirs, la bourgeoisie endimanchée, filait le long des trottoirs, toute vide, ayant la mélancolie noire de ces meubles de jardin que l'hiver surprend, et le roulement, le bruit sourd et cadencé des voitures qui rentraient passait comme une plainte triste, dans l'allée déserte. Sans doute Maxime sentit tout le mauvais ton qu'il y avait à trouver la vie drôle. S'il était encore assez jeune pour se livrer à un élan d'heureuse admiration, il avait un égoïsme trop large, une indifférence trop railleuse, il éprouvait déjà trop de lassitude réelle, pour ne pas se déclarer écœuré, blasé, fini. D'ordinaire, il mettait quelque gloire à cet aveu. Il s'allongea comme René, il prit une voix dolente. « Tiens, tu as raison, dit-il, c'est crevant. Va, je ne m'amuse guère plus que toi. J'ai souvent aussi rêvé autre chose, rien n'est bête comme de voyager. Gagner de l'argent, j'aime encore mieux en manger, quoique ce ne soit pas toujours aussi amusant qu'on se l'imagine d'abord. Aimer, être aimé, on en a vite plein le dos, n'est-ce pas? Ah oui, on en a plein le dos. » La jeune femme ne répondant pas, il continua, pour la surprendre par une grosse impiété. « Moi, je voudrais être aimé par une religieuse. » Ah, ce serait peut-être drôle. Tu n'as jamais fait le rêve, toi, d'aimer un homme auquel tu ne pourrais penser sans commettre un crime? Mais elle resta sombre, et Maxime, voyant qu'elle se taisait toujours, crut qu'elle ne l'écoutait pas. La nuque appuyée contre le bord capitonné de la calèche, elle semblait dormir les yeux ouverts. Elle songeait, inerte, livrée aux rêves qui la tenaient ainsi affaissée, et par moments, de légers battements nerveux agitaient ses lèvres. Elle était mollement envahie par l'ombre du crépuscule, tout ce que cette ombre contenait d'indécise tristesse, de discrète volupté, d'espoir inavoué, la pénétrait, la baignait dans une sorte d'air alangui et morbide. Sans doute, tandis qu'elle regardait fixement le dos rond du valet de pied assis sur le siège, elle pensait à ses joies de la veille, à ces fêtes qu'elle trouvait si fades, dont elle ne voulait plus, elle voyait sa vie passer, le contentement immédiat de ses appétits, l'écœurement du luxe, la monotonie écrasante des mêmes tendresses et des mêmes trahisons. Puis, comme une espérance, se levait en elle, avec des frissons de désir, l'idée de cette autre chose que son esprit tendu ne pouvait trouver. Là, sa rêverie s'égarait. Elle faisait un effort, mais toujours le mot cherché se dérobait dans la nuit tombante, se perdait dans le roulement continu des voitures. Le bercement souple de la calèche était une hésitation de plus,
qui l'empêchaient de formuler son envie. Et une tentation immense montait de ce vague, de ces taillis que l'ombre endormait aux deux bords de l'allée, de ce bruit de roues, et de cette oscillation molle qui l'emplissait d'une torpeur délicieuse. 1000 petits souilles lui passaient sur la chair, songeries inachevées, voluptés innommées, souhaits confus, tout ce qu'un retour du bois, à l'heure où le ciel pâlit, peut mettre d'exquis et de monstrueux dans le cœur lassé d'une femme. Elle tenait ses deux mains enfouies dans la peau d'ours. Elle avait très chaud sous son paletot de drap blanc, au revers de velours mauve. Comme elle allongeait un pied, pour se détendre dans son bien-être, elle frôla de sa cheville la jambe tiède de Maxime, qui ne prit même pas garde à cet attouchement. Une secousse la tira de son demi-sommeil. Elle leva la tête, regardant étrangement de ses yeux gris le jeune homme vautré en toute élégance. À ce moment, la calèche sortit du bois. L'avenue de l'Impératrice s'allongeait toute droite dans le crépuscule, avec les deux lignes vertes de ces barrières de bois peint, qui allaient se toucher à l'horizon. Dans la contre-allée réservée aux cavaliers, un cheval blanc, au loin, faisait une tache claire trouant l'ombre grise. Il y avait de l'autre côté, le long de la chaussée, çà et là, des promeneurs attardés, des groupes de points noirs, se dirigeant doucement vers Paris. Et tout en haut, au bout de la traînée grouillante et confuse des voitures, l'Arc de Triomphe, posé de biais, blanchissait sur un vaste pan de ciel couleur de suie. Tandis que la calèche remontait d'un trot plus vif, Maxime, charmé de l'allure anglaise du paysage, regardait aux deux côtés de l'avenue, les hôtels, d'architecture capricieuse, dont les pelouses descendent jusqu'aux contre-allées. René, dans sa songerie, s'amusait à voir au bord de l'horizon, s'allumer un à un les becs de gaz de la place de l'Étoile, et à mesure que ces lueurs vives tachaient le jour mourant de petites flammes jaunes, elle croyait entendre des appels secrets. Il lui semblait que le Paris flamboyant des nuits d'hiver s'illuminait pour elle, lui préparait la jouissance inconnue que rêvait son assouvissement. La calèche prit l'avenue de la Reine-Hortense, et vint s'arrêter au bout de la rue Monceau, à quelques pas du boulevard Malesherbes, devant un grand hôtel, situé entre cour et jardin. Les deux grilles chargées d'ornements dorés, qui s'ouvraient sur la cour, étaient chacune flanquées d'une paire de lanternes, en forme d'urne également couvertes de dorures, et dans lesquelles flambaient de larges flammes de gaz. Entre les deux grilles, le concierge habitait un élégant pavillon, qui rappelait vaguement un petit temple grec. Comme la voiture allait entrer dans la cour, Maxime sauta lestement à terre. « Tu sais, » lui dit René, en le retenant par la main, « nous nous mettons à table à 7h30. Tu as plus d'une heure pour aller t'habiller, et ne te fais pas attendre. » Et elle ajouta avec un sourire, « Vite. Nous aurons les mareuils, ton père désire que tu sois très galante avec Louise. » Maxime haussa les épaules. « En voilà une corvée, » murmura-t-il d'une voix maussade. « Je veux bien épouser mais faire sa cour, c'est trop bête, ah, que tu serais gentille, René, si tu me délivrais de Louise ce soir. » Il prit son air drôle, la grimace et l'accent qu'il empruntait à la souche, chaque fois qu'il allait débiter une de ses plaisanteries habituelles. « Veux-tu, belle maman chérie ?» René lui secoua la main, comme à un camarade. Et d'un ton rapide, avec une audace nerveuse de raillerie. « Et si je n'avais pas épousé ton père, je crois que tu me ferais la cour. » Le jeune homme dut trouver cette idée très comique, car il avait déjà tourné le coin du boulevard Malesherbes qu'il riait encore. La calèche entra, et vint s'arrêter devant le perron. Ce perron, aux marches larges et basses, était abrité par une vaste marquise vitrée, bordée d'un lambrequin à franges et à glands d'or. Les 2 étages de l'hôtel s'élevaient sur des offices, dont on apercevait, presque au ras du sol, les soupiraux carrés, garnis de vitres dépolies. En haut du perron, la porte du vestibule avançait, flanquée de maigres colonnes prises dans le mur, formant ainsi une sorte d'avant-corps percé à chaque étage d'une baie arrondie, et montant jusqu'au toit, où il se terminait par un delta. De chaque côté,
Les étages avaient 5 fenêtres, régulièrement alignées sur la façade, entourées d'un simple cadre de pierre. Le toit, mansardé, était taillé carrément, à large pan presque droit. Mais du côté du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.